Bonsoir, nous poursuivons avec le cours de chimie organique, notamment avec la réaction d'élimination. Donc, on a déjà terminé avec le premier mécanisme, à savoir la réaction d'élimination unimoléculaire. Donc, dans cette réaction unimoléculaire, nous avons vu que elle s'effectue en deux étapes. La première étape consiste à la formation d'un carbocation plan et la deuxième étape, c'est la formation du produit de la réaction d'élimination, un alcène, suite à la déprotonation par une base du carbocation. Maintenant, dans la première étape, donc on peut obtenir plusieurs, un ou plusieurs alcènes. Donc, et c'est pour cela, certains substrats peuvent donner lieu à une réaction non stéréospécifique ou encore certains substrats peuvent donner lieu à plusieurs alcènes dont l'un est majoritaire. Dans ce cas, on dit que la réaction est régio-sélective. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que on a la réaction d'élimination avec principalement deux substrats, c'est les alcools et les halogénoalcanes. Donc, pour les alcools, la réaction d'élimination s'appelle la déshydratation. Pour les halogénoalcanes, la réaction d'élimination s'appelle la déshydrohalogénation. La déshydrohalogénation, donc, c'est l'élimination d'un atome d'hydrogène et d'un halogène. Maintenant, nous allons poursuivre avec la réaction d'élimination d'ordre 2, la réaction d'élimination bimoléculaire. Alors, on nous dit que c'est un mécanisme concerté. Dans cette élimination, il n'y a pas de formation de carbocation. Il y a la formation d'un état de transition. Donc, cette réaction implique dès la première étape les deux protagonistes, à savoir la base et le substrat. Contrairement à la réaction unimoléculaire où dans la première étape seulement le substrat réagit, mais, mais ici, donc dès la première étape, bon, d'abord, il n'y a pas de. Cette réaction se fait en une seule étape, en passant par un état de transition. Donc, il n'y a pas deux étapes dans cette réaction. Donc, il y a une seule étape en passant par un état de transition. Maintenant, la base et le substrat, c'est-à-dire l'halogénoalcane ou bien l'alcool, donc réagissent. Et puis, dans cette réaction, ce qu'il faut préciser, c'est que l'attaque de la base se fait en même temps que le départ du groupement halogène. Donc, les flèches indiquent effectivement que c'est un mécanisme concerté. Voyez la base qui attaque un hydrogène en position bêta. Et ici, vous voyez que cette flèche indique que suite à l'attaque de la base, il y a départ de l'ion halogène. Et puis, étant donné que l'hydrogène part sans électron, le doublet qui reste donc, va former la double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Donc, le résultat, c'est un alcène.
Maintenant, alors ici, en bas, qu'est-ce qu'on a? On nous montre deux éléments importants. Le premier élément, c'est que vous montrez nous que l'halogène, à savoir X, et l'atome d'hydrogène qui va être éliminé, mais ces deux atomes sont dans le même plan. Ces deux atomes sont dans le même plan et sont orientés de façon opposée. Et cette géométrie qu'on appelle antipériplanaire, même plan et de façon opposée, mais favorise l'élimination E2, c'est-à-dire la réaction d'élimination bimoléculaire. Donc, quand l'hydrogène et l'halogène se trouvent dans le même plan et sont orientés de façon anti ou opposée, donc cette géométrie qu'on appelle antipériplanaire, favorise la réaction d'élimination bimoléculaire E2. Maintenant, l'autre élément, c'est l'état de transition. Donc, dans l'état de transition, donc, nous avons ici, comme vous voyez, c'est entre les crochets. Donc, la base attaque le proton. Donc, en, la liaison entre la base et l'hydrogène, c'est une liaison qui est en train de se former. OK? C'est une liaison qui est en train de se former. Et la liaison en tirée entre le carbone alpha et X, c'est une liaison qui s'affaiblit. Et en même temps, on nous montre que la double liaison qui est en train de se former. Donc, il n'y a pas de véritable liaison entre base et hydrogène. OK? Donc, la liaison entre l'hydrogène, la liaison entre l'hydrogène et le carbone bêta, donc c'est une liaison aussi qui s'affaiblit. Parce que puisque l'hydrogène a éliminé base là pour hydrogène, donc liaison ça, c'est une liaison qui n'a pas affaibli, c'est-à-dire entre l'hydrogène et le carbone bêta. OK? Donc, entre AX et carbone alpha, donc liaison, ça sont liaison qui a pas faibli parce que X sera éliminé et entre carbone alpha, carbone bêta, donc liaison, ça que nous remettons sous forme de tiret, donc sont liaisons qui a formé, mais qui pour fin former. OK? Donc, c'est l'état de transition. OK? C'est l'état de transition. Donc, maintenant, cet état de transition va évoluer en un état définitif, donc qui va bailler naissance à la scène au produit de la réaction d'élimination. Donc, nous avons ici une réaction. Nous avons un substrat qui gagne brome comme halogène et puis nous gagnons un atome d'hydrogène sur le carbone alpha. OK? Le carbone alpha, ici, c'est l'hydrogène. Donc maintenant, la base a remarqué que l'attaque de la base et le départ de brome sont simultanés, donc réaction faite de façon concertée. Donc maintenant, on a affaiblissement de la liaison entre brome et carbone alpha. On a affaiblissement de la liaison entre hydrogène et carbone bêta. Donc la liaison BH est en train de se former. La liaison C-bêta, C-alpha est en train de se former. Et puis cet état de transition, il évolue vers
Donc, le produit final qui c'est ion alcène. Maintenant, parlons de la stéréochimie de cette réaction. À rappeler que dans ce mécanisme, il n'y a pas formation de, il n'y a pas formation de carbocation. OK? Maintenant, au cours de cette réaction, il peut y avoir formation soit de l'isomère Z, soit de l'isomère E. Dans le mécanisme E1, élimination unimoléculaire, nous avons eu affaire à un mélange d'alcènes, par exemple Z et E. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait dit que cette réaction est non stéréospécifique. Mais dans le cas où nous avons un substrat qui peut donner naissance à un alcène pour lequel on peut parler de isomérie géométrique éthylénique, à mettre dans le mécanisme E2 bimoléculaire, donc on obtiendra un alcène. On obtiendra un seul alcène, soit de configuration Z, soit de configuration E. Et c'est pour cette raison qu'on dit que cette réaction est stéréospécifique. Donc, chaque fois on obtient, suite à une réaction, un seul stéréoisomère, mais la réaction, alors un seul parmi deux, la réaction est dite stéréospécifique. Et si on obtient les deux en même temps, peu importe les proportions, la réaction sera dite non stéréospécifique. Et c'est le cas pour la réaction de substitution, puisque avec la SN1, on avait une réaction non stéréospécifique parce qu'on avait obtenu un mélange d'énantiomères. Okay? Donc là, c'était un mélange racémique, alors que avec la SN2, il y avait de préférence une inversion de Walden. Si on démarre la réaction avec un substrat R, mais on obtiendra un seul énantiomère S. Et si on commence avec S, on obtiendra un seul énantiomère et R. Donc, et pour la SN2, la réaction est dite stéréospécifique et on parle de inversion de Walden. OK, donc là, dans cette molécule, on nous montre effectivement que hydrogène et chlore, voyez les atomes en rouge, les liaisons, donc ces liaisons sont dans le même plan, OK, sont dans le même plan. Donc, à remarquer que il y a trois liaisons qui sont dans le même plan dans cette molécule. C'est la liaison carbone-carbone, la liaison carbone-hydrogène en rouge, la liaison carbone-noir-chlore en rouge. Donc ensuite, vous avez des liaisons en avant du plan et des liaisons en arrière du plan. Donc, pour faciliter cette réaction, donc l'hydrogène qui part, le chlore qui part, mais ces deux atomes doivent être dans le même plan et orientés de façon opposée. Donc, c'est une géométrie qu'on dit antipériplanaire. OK, géométrie antipériplanaire, mais atomes ça yo supposé séparés par trois liaisons sigma. Donc, si vous voyez bien chlore, carbone, sigma, carbone, carbone, sigma, et puis carbone, hydrogène en rouge, sigma. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, dans la première étape, vous voyez bien, on a BH qui est éliminé, c'est-à-dire que la base attaque un hydrogène
L'hydrogène part et laisse le doublet. Ce doublet va former entre carbone alpha, carbone bêta une double liaison. Ensuite, il y a chlore qui part. Donc voilà, chlore part avec la liaison sous forme de ion chlorure. La base a déprotoné le substrat, donc ce qui donne BH. Qu'est-ce qu'on reste? Donc, voilà, on avait deux groupements méthyl. OK? Gardez bien à remarquer que le groupement méthyl, qui côté de côté en arrière du plan, de côté du même côté. Hydrogène et éthyle, même côté. Méthyle, même côté. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Ouais, donc, méthyle du même côté, éthyle, hydrogène du même côté. Donc, seul le stéréoisomère E de l'alcène est obtenu. Par conséquent, on dit que la réaction est stéréospécifique. Maintenant, vitesse de la réaction d'élimination E2, et c'est une réaction bimoléculaire d'ordre 2, car il obéit à une loi de vitesse de second ordre. Donc maintenant, puisque et, cette réaction, dès le départ, il y avait la base et le substrat, donc c'est-à-dire que la vitesse de la réaction dépend et, à la fois de la base et du substrat. Donc c'est pourquoi on a et vitesse égale constante de vitesse multipliée par la concentration du substrat multipliée par la concentration de la base. Donc ici, on met nucléophile, mais c'est base de préférence. Donc, la vitesse de la réaction, et comme je l'ai dit, dépend donc, des concentrations du substrat et de la base. Donc, quand c'est le mécanisme unimoléculaire, donc cela veut dire que donc, la réaction démarre avec un seul élément, donc le substrat. Donc, par conséquent, la vitesse de la réaction dépend uniquement de la concentration du substrat. Donc, quand c'est SN2 ou bien E2, mais il y a non seulement le substrat, mais il y a aussi et, et le réactif, soit le nucléophile ou bien la base, et par conséquent, dans les mécanismes bimoléculaires, donc la vitesse de la réaction dépend à la fois de la concentration de la base ou du nucléophile et de la concentration du substrat. Maintenant, comme on a vu pour l'élimination unimoléculaire ou encore la réaction de substitution nucléophile, il y a plusieurs facteurs qui favorisent le mécanisme E2. Il y a plusieurs facteurs. Ce sont les mêmes facteurs à l'exception de la base. Okay? Les mêmes facteurs que la réaction de substitution nucléophile à l'exception, sauf que ici, au lieu d'avoir un nucléophile, donc on va parler de la base de préférence. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La classe du substrat. Donc, quand on parle de classe du substrat, donc on parle de alcool secondaire, alcool primaire, alcool tertiaire, alcool, et, etc., nulaire, et de même pour halogénoalcane. OK? Donc, non, plus la classe du substrat est élevée, plus le mécanisme E2 est facile. Donc, la formation de la scène correspond à une décompression stérile. OK, à une décompression stérile. Cela veut dire quoi? Donc, maintenant, je dis non plus la classe du substrat est élevée. Donc, ça veut dire qu'avec les substrats et comme substrat et tertiaire, OK, avec un substrat tertiaire,
Donc, on a bien en réaction, ou encore les substrats tertiaires favorisent tertiaire, secondaire, et favorisent la réaction d'élimination E2. OK? Maintenant, et pour ce qui concerne le nucléophile ou encore le groupement partant, et dans notre cas, ça peut être le groupement partant peut être un halogène comme chlore, brome ou encore ça peut être le groupement hydroxyle dans le cas de la déshydratation qui sera éliminé sous forme d'une molécule d'eau. Donc, de même que pour le mécanisme E1, plus la liaison est polarisable, plus sa rupture est facile. Donc, cela veut dire que les groupements partants qui gagnent gros rayons atomiques, eh bien, il y a aussi les meilleurs groupements partants. Parce que plus rayons atomiques là gros, on est capable plus volume ou encore plus gabarit et atomes dans nuage électronique là gros, eh bien, c'est plus liaison la formée avec carbone alpha à log, et plus la liaison est longue, c'est plus facile liaison ça à briser. Donc, c'est la raison pour laquelle, ouais, iode qui possède des, c'est la raison pour laquelle iode qui possède des 5 et si je 5 couches électroniques, oui, 5 couches électroniques, nous voyons c'est un meilleur groupement partant que brome, parce que brome a 4 couches électroniques. Brome, meilleur groupement partant que chlore, parce que chlore a 3 couches électroniques. Donc maintenant, le fait que iode a 5 couches électroniques, eh bien, liaison iode avec carbone alpha est plus longue que liaison brome, que liaison chlore formée avec un atome de carbone. Donc la liaison la plus longue, c'est les mêmes qui a polarisé beaucoup plus facile et qui a brisé beaucoup plus facile. Donc, nous gagnons tosilate qui c'est meilleur groupement partant. Nous gagnons iodure, bromure, ensuite chlorure, qui gagne et même aptitude au déplacement que l'eau. Ensuite, nous gagnons fluorure au H-. Donc, les trois derniers, pratiquement là, nous gagnons OH-, ion amidure, nous gagnons ion alcoolate. Ce sont les mauvais groupements partants. Et Jean Noué là, il n'est pas capable d'éliminer sous forme ça parce que les mauvais groupements partants, si vous éliminez sous forme là, il va avoir un pile problème parce que ce sont des bases extrêmement fortes. OH-, NH2-, RO- sont des bases très fortes. Donc, si vous éliminez en tant que base forte, donc, il pas un pile problème dans le milieu. Hein. Donc, c'est pour cette raison que ce sont des mauvais groupements partants. Donc, l'œil a éliminé, il éliminé, par exemple, OH-, c'est éliminé sous forme d'une molécule d'eau. NH2- c'est éliminé sous forme de molécule ammoniac, NH3, et puis RO- éliminé sous forme d'une molécule d'alcool. OK? Et, donc, plus pour gagner un bon groupement partant, c'est plus et réaction et d'élimination bimoléculaire là, et même liée à facilité. Le nucléophile, OK? Alors là, excusez-moi. Alors là, on parle de nucléophile, mais de préférence, c'est la basicité. OK? C'est la basicité parce qu'il s'agit de base. De toute façon, les bases sont des nucléophiles. Donc, les bases fortes sont des nucléophiles forts. On regarde qui ça dit. Donc, pour un substrat donné, plus la base est concentrée et forte, OK? Plus pour un substrat donné, plus la base est concentrée et forte, par exemple, OH-, base forte, alcoolate, nous te fait dire ça là, mais on dit encore, base forte,
yon amidure base sorte, plus la réaction E2 est favorisée. Alors que dans le cas de la réaction unimoléculaire, la base doit être faible. OK, la base doit être faible. OK, pour la réaction bimoléculaire, c'est une base forte. Pour la réaction d'élimination unimoléculaire, c'est une base faible. Donc, si vous avez une base forte dans la réaction unimoléculaire, là, donc, base là a réagi dès la première étape. Voilà pourquoi, pour E1, c'est une base faible, alors que pour la réaction bimoléculaire, donc, ça doit être une base forte. Et puis, dernier facteur qui influence la réaction d'élimination bimoléculaire, c'est le solvant. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Un solvant polaire aprotique, comme par exemple acétone. Acétone est polaire, mais ne peut pas former des liaisons hydrogènes. Donc, un solvant polaire aprotique accélère le mécanisme E2. OK? Un solvant polaire aprotique accélère le mécanisme E2, c'est-à-dire la réaction d'élimination bimoléculaire, en solvatant le cation associé à la base forte. Par exemple, si on a OH- comme base, mais OH- pas jamais existé pour col. Donc, OH- vient de NaOH. Donc, maintenant, le cation est dans le milieu. Donc maintenant, ce cation, quand ce cation est solvaté par le solvant polaire aprotique, mais ça va faciliter donc le mécanisme E2. Donc la charge positive étant à l'intérieur de la molécule de solvant et par conséquent moins accessible pour solvater la base. OK? Donc, cela veut dire que donc, cation qui est dans le milieu, donc, les mêmes li à quelques degrés, li participer dans le mécanisme parce que donc, li est attiré donc, les molécules du solvant, donc ça qui peut donc, faciliter donc, et l'attaque de la base. Donc, cette dernière restera alors libre dans le milieu, donc très réactive. OK, donc maintenant, nous allons comparer à travers ce tableau, puisque la réaction d'élimination et la réaction d'élimination et de substitution nucléophile, c'est des réactions qui semblent. Donc, nous, ouais, ça, nous, ouais, semblent. Semblent peut-être qui ça, un, on parle de SN1, SN2, on parle de E1, E2. Ensuite, nous, ouais, c'est les mêmes étapes, sauf différence qui gagne dans la réaction d'élimination, c'est que pour la réaction d'élimination, on utilise une base. Donc, cela veut dire que il peut y avoir compétition entre réaction d'élimination et réaction de substitution. Donc, imaginez que nous gagnons en réaction d'élimination. Donc, maintenant, lorsque, en fonction de la nature de la base, donc base là, on apprend par exemple élimination unimoléculaire, côté que dans la première étape, il y a bien la formation de carbocation. OK? Donc, dans la première étape, il doit y avoir la formation de carbocation. Donc, que ce soit dans SN1, que ce soit dans E1, c'est toujours même étape là, formation de carbocation. Donc, la différence, c'est que dans SN1, nucléophile là, va lié à carbone positif là, alors que dans E1, base là, au lieu là lié avec carbone positif là, il prend un atome d'hydrogène, il arrache un atome d'hydrogène. Donc, maintenant, capable de compétition dépendamment et de la nature des bases.
An gade ki sa ou di. Yo kompare pou nou SN1 avèk E1. Donc, li fèt an se de reaksyon fèt an 2 etapes. OK? Donc, dès la première étape, à la première étape, donc vous avez seulement le substrat qui réagit. Donc, le substrat ici, c'est Rx. Donc, c'est pourquoi on dit que cette réaction est d'ordre 1. Maintenant, l'intermédiaire réactionnel, dans ce cas, c'est un carbocation. OK? Carbocation. Et maintenant, pour la stéréochimie, c'est une réaction non stéréospécifique. OK? Maintenant, qu'est-ce que la stéréochimie? Regardez, attaque nucléophile des deux côtés du plan. Quel plan? Le plan du carbocation. N'oubliez pas que le carbocation a une géométrie trigonale plane. Donc, cette géométrie, en quelque sorte, facilite l'attaque du nucléophile des deux côtés du plan. Donc, ça va deux produits et à la même proportion. Et s'il s'agit de deux énantiomères ou encore de deux alcènes, à ce moment, amène à des réactions non stéréospécifiques parce que réaction n'est pas by un seul produit spécifiquement. Donc, et cela est lié à la libre rotation autour du carbone-carbone. Donc, c'est libre rotation qui gagne et pour les alcènes et pour SN1, c'est attaque des deux côtés du plan. Donc, pour l'arsène, c'est libre rotation qui permet que on va joindre un mélange de produits. Donc, pour la réaction de substitution nucléophile unimoléculaire, on parle de mélange racémique parce qu'on obtient deux énantiomères. Mais pour nous gagner deux énantiomères, il faut que le substrat lui-même est optiquement actif. Donc, si le substrat n'est pas chiral, donc on n'obtiendra pas un mélange racémique. Dans le cas de la réaction d'élimination, faut-il bien que le substrat que nous gagnons son substrat qui est capable de donner naissance à des alcènes, mais qui eux-mêmes, c'est des isomères et géométriques. Ou capable de des alcènes qui pas isomères géométriques, OK? Et on a parlé de réactions stéréospécifiques, c'est non stéréospécifique ou bien stéréospécifique, c'est quand on a affaire à des stéréoisomères. Donc, Z et E sont des stéréoisomères de configuration. RS sont des isomères également de configuration. Maintenant, de l'autre côté, on compare SN2 avec E2. Donc, deux mécanismes, deux réactions sont faites en seule étape en passant par un état de transition. Donc, dans les deux cas, la vitesse de la réaction dépend de, des deux protagonistes, deux éléments qui commencent la réaction. Donc, dans le cas de la réaction de substitution, excusez-moi, il s'agit de la barre et du substrat et du nucléophile. Dans le cas de la réaction d'élimination, il s'agit de la base et puis de l'halogénoalcane. Donc maintenant, donc cette réaction est stéréospécifique, SN2 stéréospécifique.
Oui, donc SN2 stéréospécifique, réaction d'élimination bimoléculaire E2, c'est réaction stéréospécifique. Donc, en quelque sorte, tableau, ça, son tableau comparatif, mais aussi qui est résumé pour nous, nous sommes capables de dire, et ça qui est plus important pour nous B et par rapport à donc chapitre ça. Donc maintenant, et pensez que nous aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Ok, maintenant on dit ici toute molécule possédant un doublet d'électrons est à la fois une base et un nucléophile et toute espèce arrachant un proton est une base. Donc ça c'est juste un rappel. Donc vous le savez déjà. Donc les nucléophiles sont des bases, les bases sont des nucléophiles, sauf que et une molécule qui est à la fois base et nucléophile, donc les guénois ont caractère guénois empiété sur l'autre. Par exemple, si on considère Cl-, Cl-, c'est à la fois base et nucléophile, mais Cl-, c'est plus homonucléophile que l'ion base. Donc, son base est extrêmement faible, alors que si on prend H-, H-, c'est une base extrêmement forte, mais c'est un nucléophile presque nul. OK? Presque nul parce que la proximité du doublet et au noyau fait que le doublet ça pas trop disponible pour le partager avec l'autre élément, même si il charge positive. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les espèces chimiques chargées négativement sont à la fois bases et nucléophiles, mais par contre, dépendamment de nombre de couches électroniques qui gagnent dans l'espèce, il est capable plus nucléophile que le base, ou du moins c'est capable plus base que les nucléophiles. Donc voilà pour cette partie, donc l'élimination bimoléculaire. Donc si vous avez des questions, et étant donné que moi j'ai quelques étudiants là, si vous avez des questions, donc ma prends, sinon on continue avec et un autre type de réaction. Avez-vous des questions? OK, donc, qui ne dit rien consent, pas de questions, donc on va passer à une autre type de réaction. Voilà, donc on va parler des réactions de substitution électrophile aromatique. OK? Donc, nous allons parler maintenant de réaction de substitution électrophile aromatique. Alors, comment on est capable de définir et type de réaction ça? Aromatique, alors on regarde les différents éléments qui gagnent dans thème dans l'expression substitution électrophile aromatique. Donc, aromatique, alors en fait, l'aromaticité, comme on l'avait vu au cours du premier trimestre, ou bien premier semestre,
Et l'aromaticité ne concerne pas seulement les cycles benzéniques. Mais dans notre cas ici, on va travailler seulement avec les cycles benzéniques. Donc maintenant, cette réaction concerne les composés avec un noyau benzénique. OK? Donc, cette réaction dont on parle, substitution électrophile aromatique, eh bien, c'est un type de réaction, une catégorie de réaction qui concerne les composés aromatiques avec un cycle benzénique. OK? Donc, et le cycle benzénique, nous connaissons, c'est moi ajouter une page blanche. Voilà, donc le cycle benzénique, c'est ça. Donc, en pile fois, nous confondons avec hexane, cyclohexane. Voici le cycle benzénique. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le benzène, c'est C6H6. Et, oui, oui, C6H6, on va le dire C6H6 on va le voir avec glucose. Donc, c'est C6H6. Donc, on a 6 hydrogènes, 6 atomes de carbone. OK? Voilà le benzène. Donc, ça, c'est un élément. Deuxième élément, dans l'expression, il y a électrophile. Donc, il nous faut un électrophile. On désigne l'électrophile par E. OK? Et un exemple d'électrophile, par exemple, ion nitronium, c'est un électrophile. OK? Ion nitronium. Voilà, avec une charge positive. Donc, c'est un électrophile. Maintenant, on dit c'est substitution électrophile aromatique. Eh bien, de quoi il s'agit effectivement? Eh bien, c'est l'électrophile, OK, qui va prendre la place d'un hydrogène sur le cycle aromatique. Ouais? L'électrophile, qui ça l'électrophile l'a fait, il prend place d'un hydrogène sur le cycle aromatique. Donc, nous sommes capables de définir comme réaction au cours de laquelle un électrophile et remplace un hydrogène sur un cycle benzénique avec conservation de l'aromaticité. OK? Réaction au cours de laquelle un électrophile remplace un hydrogène d'un cycle benzénique avec conservation de l'aromaticité. C'est-à-dire que, donc, pour nous parler de réaction, ça, faut que après la réaction, eh bien, le cycle benzénique est toujours aromatique, c'est-à-dire que l'aromaticité est conservée. Donc, cela veut dire que les doublets, les trois doublets sont là dans les mêmes, alors les trois doublets pi sont là dans, et bon, on pas obligé dans la même position, yo, mais sauf qu'ils sont là et de façon alternée. Donc, pi, sigma, pi, sigma, pi. OK, donc c'est cette façon très simple que nous sommes capables de définir et type de réaction ça. OK, donc on regarde qui ça texte ça dit. Là, il dit que les substitutions électrophiles aromatiques et concernent, alors, ces substitutions électrophiles concernent les composés aromatiques. Maintenant, il m'a ajouté un bémol, OK, composé aromatique avec un cycle benzénique, parce que il y a toutes sortes de composés aromatiques, mais réaction que nous allons faire là, donc nous prenons le soin pour nous préciser que ce sont des composés aromatiques, OK, composés aromatiques avec un cycle benzénique. Donc, dans ces composés, la présence des électrons pi délocalisés
fortement polarisable confère au cycle aromatique un caractère nucléophile. Donc, maintenant, nous connaissons que un cycle benzénique, c'est un noyau benzénique, c'est un nucléophile. Nucléophile parce que il y a des doublets pi délocalisables capables de partager avec l'autre élément qui c'est un électrophile. L'action des électrophiles sur ces composés conduit à des produits de substitution d'un hydrogène par l'électrophile E. Donc, le système conjugué donc, et de ces trois doublets d'électrons pi est conservé. OK, donc il y a quelques petites fautes là que je vais profiter de corriger. Voilà, donc c'est définition ça que nous débattons tout à l'heure, c'est réaction au cours de laquelle un hydrogène d'un cycle benzénique est remplacé par un électrophile avec la conservation de l'aromaticité ou encore avec la conservation des trois doublets pi et toujours de façon alternée. OK, donc là, yo ba nou yon idée de mécanisme réactionnel. On nous donne une idée du mécanisme réactionnel. Donc, voici notre cycle benzénique. Voici le cycle benzénique. Donc, vous voyez bien, on a mis en évidence un seul atome d'hydrogène. Donc, l'hydrogène qui va être substitué, l'hydrogène qui va être remplacé par l'électrophile. OK? Maintenant, nous avons l'électrophile avec une charge positive en rouge. Depuis nous avons électrophile, il faut que nucléophile, pas oublier que nous toujours disons ça. Électrophile matché avec nucléophile. Nucléophile et réducteur matché avec oxydant. OK? Et puis, base matché avec acide. Donc, le cycle benzénique est nucléophile et cette espèce chimique qui est en rouge, c'est un électrophile. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est toujours le nucléophile qui initie l'attaque. C'est le nucléophile qui fait le premier pas. Et c'est la raison pour laquelle on parle toujours d'attaque nucléophile. On ne peut jamais électrophile là fait premier pas. Donc, c'est toujours électrophile là, nucléophile là, qui attaque et voit bien que flèche là indique que c'est un doublet pi du cycle benzénique qui peut attaquer et nucléophile là. Maintenant, on regarde l'aspect électronique et peut-être même géométrique de cette mécanisme réactionnel. On regarde bien. Doublet pi, hein, pour que carbone était, il était pour carbone ça, voilà, carbone ça, et puis carbone qui est en bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué? Doublet pi, hein, li quitte carbone, li déplacé, mais il toujours été sous carbone. On me dit que ça carbone 1 et puis en bas carbone 2. Si nous regardons mes double pi, hein, ok, voici le double pi. C'est lui-même qui vient former double sigma ça là. Vous voyez bien? Donc, suite à l'attaque nucléophile, mais double pi ça vient former en liaison avec nucléophile. Ok, donc nucléophile là, il a une charge positive, ça veut dire qu'il est marqué un électron. Il joue un électron, donc là, s'il joue un électron, il va gagner charge encore. Dans l'intermédiaire de Vélande, donc il va gagner charge. Hydrogène toujours là, il change de couleur. Donc, hydrogène qui était bleu là, donc il est toujours là, mais il est en violet. Et puis, carbone qui est en bas, lui-même perdu en grain d'électron pour diable. Donc, grain d'électron carbone, ça, c'est les mêmes que l'électrophile là prend. Donc, c'est ça qui fait que là, nous voyons que gagne une charge positive. OK? Donc,
yon sa ke nou gen la, en bas, yore li intermédiaire de Vélande, yore li également yon benzénium ou bien arénium. OK? Yore li yon benzénium ou bien arénium. Donc maintenant, pas oublier que l'aromaticité doit être conservée. C'est vrai que électrophile là, li getan et dans le cycle benzénique là, mais dans l'intermédiaire de Vélande, donc il y a perte d'aromaticité. Donc on n'a plus trois double pi, nous gagnons deux. Donc il faut reconstituer l'aromaticité et cette aromaticité pourra être reconstituée par le départ de cet hydrogène. Et d'ailleurs, réaction, c'est substitution électrophile aromatique. C'est un électrophile qui a remplacé un hydrogène sur le cycle benzénique. Donc, hydrogène qui a été mis en évidence, mais c'est hydrogène ça qui va le remplacer. Noël. Donc, maintenant, pour nous capables de parler de substitution, hydrogène ça doit éliminer gen yon base kap vin rache hidrojen sa, e kom hidrojen nan pral sans électron double ki rete yan, li pral attiré par cette charge positive, donc pou l kapab vin former un double pi, et ça qui pral me bay produit final de la réaction de substitution électrophile aromatique. Donc c'est ça le mécanisme réactionnel. OK, donc non. Et suite courant, donc nous allons continuer à parler de ça. Donc, si il y a des bagages que nous ne pas comprendre là, donc dans les 30 prochaines minutes, donc on pense que nous comprenons. Le réactif peut-être. Alors, quand on parle de réactif, on parle de l'électrophile. Et un électrophile possédant une déficience électronique réelle, OK, déficience électronique réelle, c'est-à-dire que on perd d'électrons, comme dans le cas de l'électrophile que nous avons là, le fait qu'il y a une charge positive, cela veut dire qu'il y a une perte, la perte d'un électron. Plus généralement, une molécule ayant un atome à caractère électrophile, par exemple halogène, composé insaturé polarisé, OK? Et ça veut dire encore, OK? Donc voilà, mais donc ça, c'est extrêmement important. Donc les réactions de substitution électrophile sont catalysées par OK? Ces réactions sont catalysées par des acides protoniques forts comme H2SO4, H3PO4, acide de Lewis, AlCl3, FeCl3, Fe2Br3 ou encore où le métal présente une lacune électronique. OK? Donc, on les appelle acides. Pourquoi? C'est parce que acide pour ça, c'est parce que aluminium et fer gain case vide. On les appelle acides de Lewis. Donc, ils possèdent des cases vides. Donc, ce sont des acides de Lewis. Donc, pas oublier ça, les réactions de substitution électrophile aromatique sont catalysées par soit des acides forts protoniques ou encore des acides de Lewis. Et vous verrez dans la suite du cours quels sont les atomes, quelles sont les réactions qui sont catalysées par ces types de catalyseurs. Alors maintenant, quels sont les différents types de réactions et les différents types de réactions de substitution électrophile aromatique? Voici les différents types. Nous gagnons halogénation, nous gagnons nitration, sulfonation, alkylation et acylation. OK? Donc, toutes réactions, ça, c'est des réactions de substitution électrophile aromatique. Donc là, nous avons 5 types de réactions. Halogénation, nitration, sulfonation,
alkylation, acylation, c'est des réactions de substitution électrophile aromatique. Maintenant, yo pa kontante yo seulement pou bay non-réaction yo, mais yo tout dit nou, men ki réactif et men ki réactif, men ki katalyseur kap bay type de réaction sa yo. Mbal, par exemple, halogénation. Si par exemple, nous gagnons un cycle benzénique, voici le cycle benzénique, c'est le substrat. OK? J'espère que nous-mêmes qui là, nous, ouais. OK? Alors, bah, moi, un crayon. Voilà, ici, c'est le substrat, un cycle benzénique. Maintenant, si vous voulez transformer le cycle benzénique en halobenzène, par exemple, on a dit chlorobenzène ou bien bromobenzène, mais qui réactif on a utilisé? On a utilisé soit Cl2 ou bien Br2. OK? Donc, maintenant, X2. Est-ce que nous voyons bien? X2. OK? Donc, benzène, c'est le substrat. S. Benzène, c'est le substrat. X2, c'est le réactif. Et puis, catalyseur, c'est AlCl3. Est-ce que nous voyons bien? Donc, substrat, benzène. Réactif X2. X2 peut être Cl2 ou bien Br2. Et puis, catalyseur AlCl3. OK? Maintenant, cette réaction s'appelle halogénation. Si vous avez un cycle benzénique, vous voulez transformer en nitrobenzène. OK? Nitrobenzène. Donc, cette réaction s'appelle nitration. Mais qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc, il vous faudra un cycle benzénique comme substrat. Il vous faudra un réactif comme acide nitrique. Et il vous faudra un catalyseur comme H2SO4. Donc, maintenant, lorsque vous faites réaction ça, et bien là, bah, nitrobenzène. Maintenant, si vous avez un cycle benzénique, vous besoin de transformer en sulfobenzène. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut trioxyde de soufre comme réactif. Il vous faut H2SO4 comme catalyseur et benzène comme substrat. Donc, si vous voulez transformer benzène en alkylbenzène comme méthylbenzène ou toluène, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un halogénoalcane comme réactif, le benzène comme substrat et puis un catalyseur qui c'est AlCl3. Et maintenant, si vous voulez transformer le benzène en acylbenzène, eh bien, il vous faut un halogénure d'acyle ou bien chlorure d'acyle comme réactif, AlCl3 comme catalyseur et puis le benzène comme substrat. Donc voilà, on vous donne une idée générale des différents types de réactions qui gagnent dans la catégorie réaction ça, substitution électrophile aromatique, donc halogénation, nitration, sulfonation, alkylation, acylation. Ensuite, on vous donne les réactifs. Donc, je reprends pour vous les réactifs ici. Pour l'halogénation, le réactif c'est X2. Pour la nitration, le réactif c'est acide nitrique. Pour la sulfonation, réactif c'est trioxyde de soufre. Pour l'alkylation, c'est halogénoalcane. Et puis pour l'acylation, c'est halogénure d'acyle. Halogénure d'acyle.
Maintenant, chaque réaction, ça a un catalyseur pour, pour halogénation. Et c'est AlCl3, même plus que ça, c'est Fe et FeX3. FeX3 ou bien FeBr3 pour halogénation. Pour la nitration, c'est HBSO4 qui est catalyseur. Pour la sulfonation, c'est encore HBSO4. Pour l'alkylation, c'est AlCl3. Et puis pour acylation, c'est AlCl3. Donc là, et un paquet de bagages là qui est important pour nous connaître. Donc non seulement nos réactions, yo, substrats, yo, et puis les catalyseurs. Ok, donc là, nous arrivons à une étape qui est extrêmement importante, côté que nous allons regarder le mécanisme réactionnel. Nous allons regarder le mécanisme réactionnel pour nous capables de comprendre comment ça fait. Alors, on a parlé de mécanisme réactionnel là déjà, mais là, il est plus ou moins détaillé parce que il y a un autre aspect qui est entré en ligne de compte là. Voici le benzène. Donc, à remarquer que nous, toute réaction, ça fait à partir du benzène. OK? Donc, maintenant, songez que chaque atome de carbone sur le benzène possède un hydrogène. Donc, maintenant, ici, on met en évidence l'hydrogène qui va être remplacé par le nucléophile E+. OK? Pas de question, réaction de substitution. OK? Donc, la première étape, donc, dans la première étape, donc, il y a la formation de complexe qu'on appelle complexe pi. OK? La formation de complexe pi, côté que, donc, on gagne électrophile là, qui forme en liaison, OK? C'est comme si on a dit électrophile là, pour qu'on lie vraiment à un atome de carbone, OK? Mais l'électrophile attiré par tous les doublets, OK? Étant donné que molécule là a trois doublets et puis comme nous connaissons doublet ça yo mobile y a déplacé donc c'est comme si nous électrophile là vient chita dans mi-temps. OK, électrophile là vient chita là dans mi-temps et cycle benzénique là donc il y a le complexe pi. Donc son sorte d'état de transition parce que complexe pi hein, finalement, électrophile pral est lié avec une double pio. Une double pio pour lié avec l'électrophile pour capable former un atome de carbone. OK? Donc maintenant, si on regarde là, l'électrophile lié à carbone ça, OK, lié avec un atome de carbone. Donc, mais qui carbone qui lié avec l'électrophile là, OK, donc carbone ça. Maintenant, et quel doublet? C'est qui doublet? Si on regarde bien, qui doublet qui lié avec l'électrophile, c'est doublet ça. C'est ce doublet. C'est ce doublet qui va former la liaison. Donc, si on regarde là, nous, le doublet ça arrêté dans place. Vous voyez bien? Mais doublet ça, il était dans place, il va déplacer. Doublet ça arrêté dans place. OK, donc c'est doublet ça qui vient former, qui était là. Donc, on a là qui vient former liaison avec électrophile. Donc, j'ai noté précédemment et le fait que doublet A il sorti dans le cycle là, il forme en liaison avec un élément externe. Donc, ça vient faire que carbone, ça vient en charge positive. OK? Donc, ouais, carbone, ça vient en charge positive. Donc, c'est carbone, ça vient en charge positive. Maintenant, on regarde pour nous, ouais, un élément nouveau que nous pas trouvé au départ, que nous développé là, c'est le fait que nous gagnons charge positive là, qui vient entrer dans un système conjugué. Donc, nous venons gagner pi et sigma et charge positive ou bien case vide. OK? Donc là, nous pouvons gagner délocalisation des doublets.
Et maintenant, nous voyons que dans double pi déplacé, donc les déplacés de position ça à position ça, on voit bien. OK? Donc, ça qui fait l'y aller dans le sens, ça qui fait l'y aller à droite, c'est parce que charge positive là, à droite double pi. Hein? Donc, charge positive là, attiré double pi, hein? Les fait le monter vers joindre. Donc, en se déplaçant, donc, mais, il y a un atome qui vient perdre un hydrogène et atome qui perd, non, un atome qui vient perdre un électron. Donc, atome qui perd un électron, il vient une charge positive. Donc, atome ça li même tout, double pi qui après là, la pas tiré. Nous, il a attiré, il vient là, ok, mais ni double ça, il sorti là, il vient dans position ça là, et puis carbone, ça malheureusement vient perdu un grand électron, et ça fait là, nous avons une charge positive. Donc là, il montre nous les suites à ce système conjugué et côté que charge positive va participer là-dedans. Donc, ils viennent montrer nous différentes et intermédiaires, différentes structures de résonance que nous sommes capables de joindre à partir de intermédiaires de Weyland blanc, donc qu'on appelle le complexe sigma. OK, maintenant, donc là, c'est juste un rappel que nous avons fait sur mécanisme réactionnel là. Maintenant, nous allons garder seulement la nitration, OK? Et puis, semaine prochaine, nous poursuivons avec les autres mécanismes. Donc, la nitration, Jean-Noël, c'est introduction de groupement nitro sur le noyau aromatique. La nitration, c'est introduction, pour être capable de dire addition de groupement nitro sur le noyau aromatique. Dans la réaction, ça yo, la première étape, c'est de créer l'élément électrophile. Il n'y a pas toujours, il n'y a pas jamais ban électrophile. C'est nous-mêmes qui pour créer l'électrophile. OK? Et c'est la raison pour laquelle il y a un catalyseur. Donc, on va utiliser le catalyseur. Catalyseur là, il va réagir avec et réactif là pour créer l'élément électrophile. Donc, première étape, formation du réactif électrophile. L'ion nitronium, voici l'électrophile. L'électrophile dans la nitration, c'est l'ion nitronium. Vous comprenez ça? Dans la nitration, l'électrophile s'appelle l'ion nitronium. C'est l'ion nitronium qui va réagir avec le cycle benzénique pour donner naissance au nitrobenzène. OK? Donc, nitration, on paquet de bagages pour nous connaître de nitration. Là, nous dit nitration. Premier bagage pour nous connaître quel est le réactif. OK? Réactif là, c'est acide nitrique. Quel est le catalyseur? Le catalyseur, c'est H2SO4. Quel est le réactif électrophile? C'est l'ion nitronium. Quel est le produit de la réaction? Nitrobenzène. OK? Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous connaître pour chaque réaction. Là, moi, si nous avons écrit pour nous. Donc, pour chaque réaction, il faut que nous connaissions l'élément ça. Par exemple, pour la nitration, vous devez connaître. Premier bagage nous devons connaître pour la nitration, c'est le substrat, c'est le benzène. OK? Donc, maintenant, le réactif, OK, c'est acide nitrique. 2, catalyseur. Acide sulfurique. 3, réactif électrophile ou encore électrophile. Ion nitronium. 4, produit de la réaction.
Produit de la réaction, c'est nitrobenzène. Voilà. Ça, nous mettre là, il faut nous connaître pour tout, faut que nous connaissions ça pour toute cette réaction que nous avons. Il faut nous connaître nos réactions, nitration, sulfonation, alkylation, acylation. OK, il faut nous connaître nos halogénation, halogénation. Donc, il faut nous connaître nos réactions. Ensuite, quatre éléments, ça c'est extrêmement important pour nous connaître. OK. Maintenant, première étape là, la première étape, c'est la formation du réactif électrophile. Quelle que soit la réaction qu'on prend là, c'est toujours la première étape. Donc, l'électrophile, dans le cas de la nitration, c'est l'ion nitronium, nitronium, NO2+. OK? NO2+. Donc, là, on bagaille qui nous va le faire appel à vel que nous t'ai fait en la première session, c'est la représentation de Lewis. Il va retourner dans le là. Je songe, je me dis, nous, tout ça, nous avons fait, c'est, nous avons besoin, nous besoin qu'on applique là. OK, nous besoin qu'on applique. Donc maintenant, pour nous comprendre ion nitronium, il faut nous plus ou moins capables de représenter acide nitrique selon Lewis. OK? Donc, on regarde ensemble. Donc, acide nitrique, c'est HNO3. OK? HNO. Maintenant, quel est l'atome central dans l'acide nitrique? Quel est l'atome central dans l'acide nitrique? Très bien. Donc, l'atome central d'acide nitrique, c'est azote. Donc, on met azote au centre. Maintenant, nous connaissons que azote a un nombre bien spécifique de liaisons capable de former. Il est capable de former, pas bien que azote, c'est 5 électrons de valence. Donc, il est capable de former 3 liaisons. OK? Ou du moins, c'est capable de former 4 liaisons, bien entendu, avec une charge positive. Donc, voilà. Donc, 5 électrons de valence, il n'y a pas de charge. Donc, 4 électrons de valence, nous prenons doublé. Si nous prenons doublé, nous partageons avec un élément, ça fait 4 électrons de valence avec une charge positive. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a 3 oxygènes et un hydrogène. Donc, étant donné que oxygène divalent, nous voyons bien. Donc, c'est oxygène divalent. Donc là, nous sommes obligés de respecter valence tout atome. OK? Donc, on va le faire, nous perdre du temps. D'ailleurs, il est déjà affiché en bas. Donc, on a regardé. Maintenant, nous avons développé et j'ai représenté acide nitrique selon Lewis. Donc, il représenté de telle sorte que NO2 plus 100 il paraît évident. Donc, maintenant, première étape là, c'est la formation du réactif électrophile.
la formation du réactif électrophile. Donc, nous gagnons HNO3 ouais, à partir de l'acide nitrique fumant, ok, par réaction de H2SO4 sur HNO3 concentré. Donc maintenant, acide sulfurique, là, qui ça la baille lui-même? La baille un proton. Proton, ça est dérivé de l'acide sulfurique. Donc, nous gagnons et un oxygène, ok, dans l'acide nitrique là, qui attaque le proton, qui parle un groupement et H2O+, qui va éliminer sous forme d'une molécule d'eau, et puis nous va arrêter NO2+, donc avec qui va jouer le rôle de électrophile. OK, maintenant, l'électrophile est formé. Deuxième étape, là, c'est l'étape lente. Nous allons gagner la formation de l'intermédiaire de Wieland. Donc maintenant, nous allons gagner nos NO2+, qui va subir attaque cycle benzénique. Là. Voilà, le cycle benzénique attaque le nucléophile. Donc, il y a d'abord formation du complexe pi, côté que l'électrophile n'est pas spécifiquement lié à un carbone. OK? Donc, c'est comme s'il est au centre, l'a observé qui côté pour la fixer col, il attiré, mais sans point de position. Et puis, dans le complexe pi, dans le complexe sigma, eh bien, on vient gagner et électrophile qui choisit finalement lié à un atome de carbone. Et liaison électrophile avec cycle benzénique, il est fait à partir de en liaison pi. C'est en liaison pi, donc on comprend ça très bien. Regardez bien, ici, on a 3 liaisons pi et ici, on en a 2. Donc, ça veut dire ça. Donc, ça veut dire c'est en liaison pi, ok, qui a formé liaison et sigma avec NO2. Donc, si en liaison pi sorti dans le cycle, là, il formé en liaison avec un élément extérieur, ça veut dire que dans le cycle, a bien perte d'électrons et charge positive nous là, dans le cycle benzénique là, il indique que atome de carbone, ça perd un électron. OK? Maintenant, non seulement il y a perte d'électrons, il y a perte d'électrons dans le cycle benzénique, mais il y a perte de l'aromaticité aussi. Parce que le benzène, c'est un composé aromatique. Et l'aromaticité est liée au fait que le cycle est plan, lié au fait que le cycle est lié en système conjugué, lié au fait que le cycle possède 4N plus 2 électrons délocalisables. Donc maintenant, ces 4N plus 2 électrons délocalisables, ce sont ces 3 doubles pi. Donc, si il y a un double pi qui va dans le cycle, donc le cycle benzénique perd son aromaticité. Or, pour parler de réaction de substitution électrophile aromatique, donc il faut qu'il y ait conservation de l'aromaticité. Donc voilà pourquoi, dans la prochaine étape là, donc, c'est aromaticité qui a pour reconstituer avec la formation du produit final et pour reconstituer aromaticité. Donc, c'est une déprotonation qu'a fait. Voilà, le proton qui est en vert ici va être arraché par une base. Et base, ça qui basée, c'est base qui te baille naissance, qui est base que nous te jouons à partir de HDSO4. Donc, si nous j'ai bien, première étape réaction, c'était H+, qui te réagi avec acide nitrique. H+, ça peut être sorti, et bien, il sorti dans H2SO4. Les H2SO4 décomposent les bails H+, plus HSO4 moins. Et bien, HSO4 moins sont base. Et bien, c'est base ça qu'on a là qui peut venir attaquer proton ça là, qui va le déprotoner. Et le déprotoner, qui ça le bail, le H plus réagit avec HSO4 moins, qui va le retourner bail H2SO4, mais ce qui est logique parce que H2SO4 c'était un catalyseur et nous connaissons dans une réaction chimique, catalyseur n'est pas transformé, il participe dans la réaction,
mais à la fin de la réaction, le catalyseur est régénéré. Donc, voilà pour la nitration. Donc, semaine prochaine, donc, on a pour prendre en partie et ça nous aujourd'hui, donc, de façon capable de fixer certaines notions, peut-être que nous pas trop bien comprendre. Donc, nous avons commencé avec réaction d'élimination bimoléculaire. Donc, nous voyons que c'est une réaction qui fait en seule étape en passant par un état de transition et qui baille naissance à un seul stéréoisomère de configuration. Donc, on dit que cette réaction est stéréospécifique. Donc, c'est une réaction dont le mécanisme est concerté ou encore simultané, c'est-à-dire que dès le départ de la réaction, vous avez le substrat et la base qui réagissent en même temps, simultanément. Donc, on dit que le mécanisme est concerté. Ensuite, on a abordé un nouveau chapitre, côté que nous avons parlé de réaction de substitution électrophile aromatique. OK? Donc, c'est une réaction au cours de laquelle un hydrogène d'un cycle benzénique est remplacé par un électrophile avec, bien entendu, conservation de l'aromaticité dans le produit final. Donc, nous avons plusieurs types de nous avons plusieurs types de réactions de substitution électrophile aromatique. Il y a nitration, halogénation, sulfonation, et alkylation, acylation. Mais pour chaque réaction, nous gagnons le benzène comme substrat, nous gagnons un réactif. Si nous prenons par exemple la nitration, nous avons le benzène comme substrat, acide nitrique comme réactif, nous avons un catalyseur, c'est acide sulfurique, nous avons comme électrophile le nitronium, et puis nous avons comme produit le nitrobenzène. Donc, c'est extrêmement important pour nous connaître pour chaque réaction quel est le réactif, quel est le catalyseur, quel est l'électrophile et quel est le produit de la réaction. Mécanisme réactionnel, nous fait mais ça n'est pas vraiment important pour l'examen. L'important, c'est de connaître pour chaque type de réaction qui est réactif, qui est catalyseur, qui est électrophile et quel est le produit de la réaction. Voilà pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.